J'ai toujours su que je voulais devenir médecin. Même toute petite, alors que les autres enfants jouaient à la poupée ou avec des petites voitures, moi, j'étais fascinée par les manuels de médecine de mon père. Papa était médecin généraliste dans notre petite ville du Connecticut, et maman gérait son cabinet. Ils avaient de grands rêves pour moi, juste pas ceux que j'avais choisis. Sophia, disait ma mère en lissant sa jupe impeccablement repassée, la médecine change. Ce n'est plus ce que c'était. Il te faut quelque chose de plus fiable. Aujourd'hui, je suis la docteure Sophia Glynn, l'une des meilleures chirurgiennes en transplantation du pays. Mais à l'époque, je n'étais que leur fille décevante, celle qui refusait de suivre les plans soigneusement établis. Les problèmes ont commencé durant ma dernière année de lycée. J'avais été acceptée au programme de prépa médecine de l'université Johns Hopkins, l'école de mes rêves, avec une bourse partielle. Mais mes parents avaient d'autres projets. L'école de commerce, annonça un soir mon père pendant le dîner. Ton cousin Marcus gagne 6 chiffres juste après la fac, dans la finance. C'est ça, l'avenir. Mais papa, je veux être médecin, comme toi. Il posa sa fourchette, le visage durci. Être médecin n'est plus ce que c'était, Sophia. Les assurances, la paperasse, les procès. Je veux mieux pour toi. Ce qu'il voulait vraiment, c'était que je rejoigne United Capital, la société d'investissement où mon oncle était associé. Tout était prévu, j'obtiendrais mon MBA, gravirais les échelons de l'entreprise, et prendrais un jour la place de mon oncle. Tout est arrangé, dit maman en glissant une brochure universitaire sur la table. Ton oncle a déjà parlé au bureau des admissions de Wharton. Avec nos contacts, tu es assuré d'avoir une place. Je repoussai la brochure. Je ne veux pas travailler dans la finance. Je veux sauver des vies. Sauver des vies, ricana maman. Tu sais combien de médecins croulent sous les dettes étudiantes, travaillant sans relâche juste pour joindre les deux bouts? Je me fiche de l'argent. Eh bien, tu ne devrais pas. Le poing de papa s'abattit sur la table, faisant trembler les assiettes. On n'a pas travaillé aussi dur pour te voir gâcher ton avenir pour un rêve idéaliste. Cette nuit-là marqua le début d'une guerre à la maison. Chaque dîner devenait un champ de bataille. Chaque conversation, une négociation. Ils ont tout essayé, culpabilité, menaces, même pot de vin. Pense au nom de la famille, suppliait maman. Pense à tes futurs enfants. Mais je ne pouvais pas abandonner mon rêve. La médecine n'était pas un simple choix de carrière pour moi, c'était une vocation. Je passais mes soirées à faire du bénévolat à l'hôpital local, à suivre des médecins, à apprendre tout ce que je pouvais. Plus j'y passais de temps, plus j'étais certaine de ma voie. Le point de rupture arriva 2 semaines avant la remise des diplômes. J'avais secrètement accepté l'offre de Johns Hopkins, utilisant mes économies d'emploi d'été pour payer la compte. Quand le courrier d'acceptation arriva, ma mère l'ouvrit avant que je ne rentre. Je suis entrée dans le chaos. Comment as-tu osé? Maman se tenait dans le salon, les papiers éparpillés à ses pieds. Agir dans notre dos comme ça? Papa était assis dans son fauteuil, le visage figé par la déception. On t'a tout donné, Sophia. Les meilleures écoles, toutes les opportunités. Et c'est ainsi que tu nous remercies? C'est ma vie, dis-je, la voix tremblante mais déterminée. Je veux être médecin. Je veux aider les gens. Aider les gens, ricana amèrement maman. Tu n'es même pas capable de t'aider toi-même à prendre une bonne décision. Si tu es si décidé à ruiner ta vie, tu ne le feras pas avec notre argent. Papa se leva lentement. Tu as le choix, Sophia. Accepte la place à Wharton qu'on t'a obtenue, ou quoi? Ou tu es seule. Complètement. Pas de soutien. Pas d'argent. Pas de toi. Je les regardais, ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris à défendre mes convictions, et qui tentaient maintenant de me faire renoncer à mes rêves. Alors je suppose que je suis seule. Les heures suivantes passèrent dans un flou. J'ai emballé ce que je pouvais dans ma vieille Honda Civic, vêtements, livres, le stéthoscope que j'avais acheté avec mon propre argent. Mes parents me regardaient depuis la porte, pensant probablement que j'allais craquer et changer d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Si tu pars maintenant, cria maman alors que je démarrais, ne pense même pas à revenir. La voix de papa me suivit dans l'allée. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Je suis allée directement chez ma tante Maria. C'était la petite sœur de ma mère, le mouton noir de la famille, celle qui avait choisi de devenir prof au lycée au lieu d'intégrer l'entreprise familiale. Elle m'a regardé une seule fois, le visage couvert de larmes, et a ouvert les bras. Cette nuit-là, blottie sur son canapé, je lui ai tout raconté. Il croit te protéger,
dit-elle en me caressant les cheveux. Mais ils ont peur. Peur de te voir lutter. Peur de te voir choisir un chemin différent de celui qu'ils ont prévu. Et s'ils avaient raison, murmurai-je. Et si j'échouais? Tante Maria sourit. Alors tu échoueras en faisant ce que tu aimes plutôt que de réussir dans quelque chose qui te rendrait malheureuse. Elle m'a aidé à tout organiser, prêts étudiants, job à mi-temps, demande de bourse. Ce ne serait pas facile, mais c'était possible. Tu peux rester ici jusqu'à ton départ pour Baltimore, dit-elle. Et pendant les vacances aussi. Ici, c'est chez toi maintenant. Les mois suivants furent un véritable cours accéléré d'indépendance. Je cumulais 2 emplois pendant l'été, le matin dans un café, le soir à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Chaque centime allait dans mon fonds pour l'université. Mes parents ne m'ont jamais appelé. Pas quand j'ai eu mon diplôme de fin d'études secondaires, tante Maria a applaudi assez fort pour 3 personnes. Pas quand j'ai fait mes valises pour l'université. Pas même le jour de mon anniversaire. Mais en quittant le Connecticut en route vers Baltimore, vers mon avenir, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Parfois, être coupé du passé, c'est en réalité être libéré. Ce que je ne savais pas encore, c'est que 12 ans plus tard, ils auraient plus besoin de moi que je n'aurais jamais eu besoin d'eux. L'école de médecine fut tout ce dont j'avais rêvé. Et bien plus difficile que tout ce que j'avais imaginé. Alors que la plupart de mes camarades bénéficiaient du soutien familial, financier et émotionnel, je me suis battue seule à chaque semestre. Entre les cours, les stages cliniques et les petits boulots, le sommeil devint un luxe que je m'accordais rarement. Ma première année à Johns Hopkins, j'habitais dans le plus petit appartement que j'avais pu trouver, un simple garage réaménagé, avec une plaque de cuisson et une douche qui fonctionnait à peine. Mais c'était chez moi. Payé avec mon propre argent. Je me souviens encore de mon tout premier jour au laboratoire d'anatomie. Debout devant le cadavre, je ressentais un mélange de respect et de détermination. C'était là que j'avais ma place. Alors que d'autres élèves détournaient le regard ou verdissaient, moi, j'étais captivée. Mon binôme de labo, Michael, l'avait remarqué. « Tu n'es pas comme les autres », m'a-t-il dit pendant la pause déjeuner. La plupart essaient juste de ne pas vomir le premier jour. J'ai haussé les épaules. Je suis ici pour apprendre à réparer les gens. Michael devint mon premier véritable ami en école de médecine. Il venait d'une famille très aisée, leur nom figurait sur une aile d'au moins 3 hôpitaux, mais jamais il ne me fit sentir inférieure parce que je devais travailler pour payer mes études. « T'es folle », disait-il en me trouvant à la bibliothèque à 2 heures du matin, après mon service au café du campus. « Laisse-moi t'aider. Mon fonds fiduciaire ne sert à rien. » Mais j'ai toujours refusé. C'était mon chemin. Ma lutte. Et je voulais réussir seule. Durant ma 2e année, j'ai découvert ma véritable vocation. La docteure Sarah Martinez, chef du service de chirurgie des transplantations, a donné une conférence qui a changé ma vie. Elle nous a montré une vidéo d'une transplantation cardiaque qu'elle avait réalisée, cette danse complexe consistant à retirer un organe défaillant pour le remplacer par un autre, porteur d'une seconde chance. Après le cours, j'ai rassemblé mon courage et je suis allée lui parler. Docteur Martinez, j'aimerais en apprendre davantage sur la chirurgie des transplantations. Elle m'a observé attentivement. C'est la spécialité la plus difficile à intégrer. Horaires interminables. Stress intense. Astreinte constante. La plupart des étudiants fuient. Je ne suis pas comme la plupart des étudiants. Quelque chose dans ma voix a dû la convaincre. Elle m'a proposé un poste de recherche dans son laboratoire, non rémunéré, évidemment, mais une expérience inestimable. J'ai accepté sans hésiter, même si cela signifiait faire plus d'heures le week-end pour compenser le temps passé au labo. Pendant ce temps, la vie continuait à la maison. Tante Maria me tenait informée de mes parents, même si je ne posais jamais la question. Le cabinet de papa se portait bien. Maman avait rejoint le conseil d'administration de l'hôpital. Mon cousin Marcus, leur modèle de réussite, était devenu associé junior chez United Capital. Ils demandent de tes nouvelles, disait tante Maria lors de nos appels hebdomadaires. Ils ne l'admettront jamais, mais ils lisent chaque article sur l'école de médecine dans le journal local, dans l'espoir d'y voir ton nom. Je ne répondais pas à cela. La douleur de leur rejet s'était transformée en autre chose. Pas tout à fait de la colère, mais une froide détermination à réussir malgré eux, et non grâce à eux. Durant mes stages de 3e année, j'ai enfin trouvé mon rythme. Alors que d'autres étudiants redoutaient les longues heures et la pression constante, moi, j'y trouvais mon énergie. La chirurgie devint mon refuge.
La salle d'opération, mon sanctuaire. La docteure Martinez l'a remarqué. Elle a commencé à m'inviter à observer ses chirurgies de transplantation, à m'enseigner des choses qu'aucun manuel ne contenait. Le plus difficile, ce n'est pas la technique, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous nous lavions les mains après une transplantation hépatique réussie. C'est de porter le poids de savoir qu'à chaque décision que tu prends, c'est la vie ou la mort d'un patient qui est en jeu. J'ai terminé l'école de médecine en 2e position de ma promotion. La cérémonie fut douce amère. Tante Maria applaudissait depuis la salle, mais les 2 sièges vides à ses côtés ressemblaient à une accusation silencieuse. Mon affectation en internat correspondait exactement à mes espérances, le programme de chirurgie des transplantations au Massachusetts General Hospital. 5 années supplémentaires d'horaires éreintants, d'études interminables et de responsabilités croissantes. Je me suis spécialisée dans les cas à haut risque que les autres chirurgiens refusaient de prendre. Mes recherches portaient sur l'amélioration des taux de réussite dans les transplantations complexes impliquant plusieurs organes. Petit à petit, ma réputation grandissait. Dès ma 4e année de résidence, on m'appelait pour consulter sur les cas les plus délicats. Des patients commençaient à me demander spécifiquement. Même si j'étais encore officiellement en formation, les chirurgiens titulaires me confiaient des interventions de plus en plus complexes. Puis vint le cas qui allait lancer ma carrière. Emma Collins, 8 ans, souffrait d'une maladie génétique rare entraînant une défaillance de plusieurs organes. Elle avait besoin d'une transplantation combinée cœur-foie, une procédure si complexe que la plupart des hôpitaux n'envisageaient même pas de la tenter. Ses parents avaient été invités à se préparer au pire. Mais je ne pouvais pas accepter cela. J'ai passé des semaines à étudier son dossier, à élaborer une nouvelle approche chirurgicale qui pourrait fonctionner. Le docteur Anderson, chef du service de chirurgie, a écouté ma proposition avec un intérêt croissant. Ça n'a jamais été fait exactement de cette façon, dit-il en examinant mes schémas. Mais en théorie, ça pourrait marcher. Laissez-moi essayer, le suppliai-je. Elle mérite une chance. Il accepta à une condition. Il superviserait, mais je dirigerais l'opération. Ce serait mon occasion de prouver ma valeur, mais aussi mon plus grand risque. Si quelque chose tournait mal, ma carrière pourrait s'achever avant même d'avoir commencé. L'opération a duré 14 heures. 14 heures de concentration intense, de décision à la seconde, et d'une précision qui ne tolérait aucune erreur. À la 10e heure, même le docteur Anderson montrait des signes de fatigue. Mais moi, je n'avais jamais été aussi concentré. Quand enfin nous avons refermé, quand le nouveau cœur d'Emma battait avec force et que son nouveau foie fonctionnait parfaitement, le docteur Anderson m'a regardé avec un respect nouveau. Je fais ce métier depuis 30 ans, dit-il pendant que nous nous lavions les mains. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Le cas d'Emma a été publié dans des revues médicales. On m'a invité à des conférences, à enseigner ma technique à d'autres chirurgiens. À 30 ans, je suis devenue la plus jeune chirurgienne titulaire en transplantation de l'histoire du Mass General. Mes parents ont dû en entendre parler. Le monde médical n'est pas si grand, et les histoires de réussite comme celle d'Emma font les gros titres. Mais ils ne m'ont jamais contactée. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. J'avais construit ma propre vie. Mon propre succès. Sans eux. J'avais prouvé qu'ils avaient eu tort sur toute la ligne. Puis, un mardi matin ordinaire, mon assistante m'a remis un nouveau dossier. Évaluation prioritaire pour une transplantation, dit-elle. Le patient a besoin d'une procédure spécialisée. Cas très complexe. J'ai ouvert le dossier et le monde s'est arrêté de tourner. Le nom du patient était James Glynn. Mon père. Je suis restée à fixer le dossier médical de mon père pendant ce qui m'a semblé des heures. Son état était grave, maladie hépatique en phase terminale, compliquée par un trouble vasculaire rare. Il avait besoin d'un type particulier de greffe que seuls quelques chirurgiens aux États-Unis étaient capables de réaliser. J'étais l'un d'eux. L'ironie ne m'échappa pas. La carrière qu'ils avaient rejetée si catégoriquement était désormais leur seul espoir. D'après le dossier, ils avaient été orientés vers le Mass General par leur hôpital local. Ils ne savaient probablement pas que je travaillais ici. Dr. Glynn? La voix de mon assistante me ramena à la réalité. La première consultation du patient est prévue pour demain à 9 heures. Dois-je réassigner le cas? J'ai réfléchi. Je pouvais facilement transmettre le dossier à un autre chirurgien, éviter toute confrontation. Mais quelque chose en moi, peut-être la fierté, ou ce dernier fil ténu de devoir filial, me fit secouer la tête. Non. Laissez-le à mon planning. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je relus son dossier encore et encore,
bien que j'en eusse mémorisé chaque détail dès le premier regard. L'opération dont il avait besoin était une technique que j'avais moi-même mise au point, une approche modifiée de la transplantation hépatique pour les patients souffrant de complications vasculaires. Sans cette intervention, ses chances de survie étaient inférieures à 20%. À 8h55, le lendemain matin, je me tenais devant mon bureau, le cœur battant à tout rompre. Par la fenêtre, je les voyais assis dans la salle de consultation. Mon père, visiblement plus maigre que dans mes souvenirs. Et ma mère, les cheveux désormais striés de gris. Je pris une profonde inspiration et ouvris la porte. Bonjour. Je suis le docteur Sophia Glynn. Le silence qui suivit fut assourdissant. La main de ma mère vola jusqu'à sa bouche. Le visage de mon père pâlit, puis rougit. Pendant un moment, nous nous sommes contentés de nous regarder. 12 ans d'absence suspendus entre nous comme une barrière invisible. Sophia? La voix de ma mère n'était qu'un souffle. Bonjour, maman. Je gardais un ton professionnel en m'asseyant derrière mon bureau. J'ai examiné ton dossier attentivement, papa. La situation est grave, mais il existe des options que nous pouvons envisager. C'est toi la spécialiste à qui on nous a adressés? Mon père semblait sous le choc. Oui. J'ai mis au point la technique chirurgicale dont vous avez besoin. Actuellement, je fais partie des 3 seuls chirurgiens du pays qualifiés pour l'effectuer. Ma mère se mit à pleurer en silence. Mon père me regardait, pour la première fois, comme la médecin que j'étais devenue. La médecin qu'ils avaient tenté d'empêcher que je devienne. Je leur ai expliqué l'intervention, chaque détail, avec un détachement clinique. À l'intérieur, mes émotions étaient un chaos. Mais extérieurement, je conservais mon calme professionnel. Le taux de réussite de cette procédure, lorsque je suis la chirurgienne principale, est de 94%. Sans elle, le pronostic est mauvais. La décision, bien sûr, vous appartient. Mon père s'éclaircit la gorge. Tu es vraiment ma meilleure option? Oui. Et en tant que médecin, je recommande de procéder à l'opération dès que possible. En tant que fille, je marquai une pause. Le mot avait un goût étrange dans ma bouche. C'est plus compliqué. Sophia. Ma mère tendit la main par-dessus le bureau, cherchant à prendre la mienne. Je me retirai légèrement. Nous avions tort. Si terriblement tort. Oui, vous l'étiez. Je gardai une voix posée. Vous m'avez rejeté parce que je voulais exactement ça, être médecin. Sauver des vies. Et maintenant, nous y sommes. Nous pensions te protéger, dit doucement mon père. Non. Vous pensiez me contrôler. Il y a une différence. Je me levai, rassemblant mes dossiers. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à vos options. Si vous décidez de me confier l'opération, mon bureau s'occupera de toute l'organisation. Si vous préférez un autre chirurgien, je peux vous adresser aux 2 autres spécialistes disponibles, mais leurs listes d'attente sont beaucoup plus longues. Alors que j'atteignais la porte, mon père m'appela. Sophia. Attends. Je me retournai. Je suis désolé, dit-il, la voix brisée. Nous sommes tous les 2 profondément désolés. Pendant un instant, je ne le vis plus comme mon patient. Ni comme le père qui m'avait rejeté. Mais comme un homme face à sa propre mortalité. Confronté à l'ampleur de ses erreurs. Je sais, répondis-je doucement. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de sauver ta vie. Nous pourrons régler le reste plus tard. L'opération fut programmée 2 semaines plus tard. Durant ce laps de temps, mes parents tentèrent plusieurs fois d'avoir des conversations personnelles avec moi. Mais je maintins des frontières strictement professionnelles. Je ne pouvais pas être à la fois leur fille et leur médecin. Pas encore. Le matin de l'opération. Mon père semblait effrayé pour la première fois de ma mémoire. Sophia. Il attrapa ma main alors qu'on s'apprêtait à l'emmener au bloc opératoire. Si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, dis-je fermement. Je suis la meilleure dans ce que je fais. Et je ne rate jamais. L'opération dura 11 heures. Chaque incision, chaque suture, fut parfaite. Je n'acceptais rien de moins. Quand je suis enfin sortie dans la salle d'attente. Ma mère s'est effondrée presque de soulagement en voyant mon sourire. L'opération a réussi, lui ai-je dit. Il est stable, et le nouveau foie fonctionne bien. Elle m'a alors serré dans ses bras. Et pour la première fois en 12 ans, je l'ai laissé faire. Pendant la convalescence de mon père, nous avons commencé, lentement,
à reconstruire notre relation. Ce n'était pas facile. 12 années de douleur ne disparaissent pas en une nuit. Mais à mesure qu'il guérissait physiquement, nous commencions aussi à guérir émotionnellement. Je t'observe avec tes autres patients, m'a-t-il dit un jour, pendant sa rééducation. Tu es né pour faire ça. Nous avons été tellement stupides de vouloir t'en empêcher. 6 mois après l'opération, je les ai de nouveau invités dans mon bureau. Pas en tant que patient cette fois, mais en tant que parent. Je leur ai montré mes récompenses, mes publications scientifiques, les lettres de remerciement envoyées par les patients que j'avais sauvés. Tu as accompli tout ça malgré nous? Dit ma mère, les larmes aux yeux. Non, la corrigé je. Je l'ai fait grâce à moi. Parce que c'est ce que j'étais destinée à être. Avec le recul, je réalise que parfois, la personne la plus difficile à opérer, c'est soi-même. Il faut inciser dans la colère et greffer le pardon à la place. Mes parents et moi n'aurons jamais la relation que nous aurions pu avoir s'ils m'avaient soutenu dès le départ. Mais aujourd'hui, nous avons autre chose. Quelque chose de différent. Quelque chose construit sur le respect, la compréhension et la reconnaissance que parfois, la meilleure chose qu'un parent puisse faire, c'est de laisser son enfant suivre son propre chemin. Je garde encore le dossier médical de mon père dans un tiroir de mon bureau. Non comme un rappel de leur rejet, mais comme une preuve que la vie trouve parfois le moyen de boucler la boucle. Ils m'ont mise à la porte parce que je voulais devenir médecin. Et c'est précisément en devenant médecin que j'ai pu sauver la vie de mon père. Parfois, la meilleure des revanches n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais de se prouver à soi-même qu'on avait raison. La semaine dernière, une jeune interne est venue me voir, déchirée entre sa passion pour la chirurgie et la pression de sa famille qui voulait qu'elle choisisse une autre spécialité. Mes parents disent que la chirurgie est trop exigeante, que je n'aurai jamais une vie normale, m'a-t-elle confié, me rappelant tellement moi au même âge. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai montré que parfois, le chemin le plus difficile est celui qui mène là où on doit vraiment aller. Parce que c'est ça, le véritable héritage que je veux laisser. Pas seulement celui d'une chirurgienne qui a révolutionné des techniques ou sauvé d'innombrables vies, mais celui de quelqu'un qui a prouvé qu'il ne faut jamais laisser qui que ce soit définir nos rêves à notre place. Même aujourd'hui, quand je me tiens dans une salle d'opération, prête à sauver une nouvelle vie, je pense à cette jeune fille de 18 ans qui a quitté la maison avec pour seule richesse un rêve. Elle avait raison depuis le début. Parfois, être coupé du passé, c'est la première incision vers la personne que l'on est destiné à devenir.